Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition en compagnie des meilleurs experts. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film, un studio de production de contenu et une plateforme de vidéos à la demande, Sellers, que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Pendant toute la durée du Vendée Globe, Pause Report devient Pause Report Live, enregistré en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly, à Lorient, entièrement consacré au débrief du Tour du Monde en solitaire. Un événement rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Arken, d'abord, spécialiste mondial de l'accastillage, dont le matériel équipe une grande partie des concurrents du Vendée Globe, que ce soit les winches, les colonnes, les rails, les poulies ou les systèmes hydrauliques. Le défi Azimut, ensuite, le rendez-vous du mois de septembre pour les IMOCA qui mélange run de vitesse et course au large à Lorient, devenu chaque année la dernière répétition avant la grande course de l'automne et un passage obligé pour toute la flotte IMOCA. Merci à eux, je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Pause Report Live enregistré ce lundi 16 décembre depuis l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient en public avec le soutien de nos partenaires Arken et le défi Azimut. Chaque semaine pendant toute la durée du Vendée Globe, c'est ici que l'on explique, décortique, décrypte et analyse ce qu'il s'est passé sur la course en compagnie de nos consultantes et de nos consultants. Ce soir, c'est la piste aux étoiles. Tous les soirs, c'est la piste aux étoiles, mais ce soir en particulier, je vous demande de les applaudir. Marie Tabarly, skipper de Pendwick 6, vainqueur. Ce soir, on n'a que des gens qui ont gagné des courses autour du monde. Vainqueur en temps réel de l'Ocean Globe Race sur un certain Pendwick 6. Et membre de The Famous Project, donc il y a un projet, un autre tour du monde en équipage en multicoque, qui a fait pas mal d'IMOCA avec Tilly notamment, c'est ça, Louis Duc. Marie, merci d'être présente ce soir. Juste à côté de moi, Franck Camas. Même chose, je vais pas faire. Vous pouvez l'applaudir. Je vais pas faire tout son palmarès, mais en gros, il a gagné toutes les courses qui existent, sauf la Mini Transat. On y traite un jour, et la Coupe de l'América, et le Vendée Globe, qui est du coup sur sa bucket list pour 2028. Bah, ça en fait que 3, les autres, tu les as gagnés. Et puis, entre les deux, un autre vainqueur de course autour du monde, cette fois du Vendée Globe en 2004-2005. Je vous demande d'applaudir Vincent Rioux. Et nous aurons donc, entre 18h45 et 19h30, Thomas Ruyant, le skipper de Vulnérable. Et normalement, si tout va bien, cette fois-ci, on aura du son aller et au retour. La semaine dernière, avec Charlie Dalin, ça avait été un peu folklore, mais assez sympa aussi. Alors, il s'est passé 2-3 trucs depuis la semaine dernière. Il s'est même passé pas mal de choses, on va dire. Alors, j'ai une petite liste. On va essayer de la traiter pendant l'heure d'émission qu'on va avoir. Vous aurez l'occasion de poser des questions à Thomas quand il appellera. J'ai pas fait de hiérarchie parce il s'est passé quand même pas mal de trucs. Je dirais que moi, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est la remontada ou l'accélération de Jan Richomme et la question centrale, que se passe-t-il à bord de Massif pour que Charlie se fasse rattraper par Johan comme celui-là. Il y a quand même ensuite une grosse redistribution derrière le trio de tête. On y reviendra aussi. On fera un petit refresh de la cartographie à 19h comme d'habitude. Mais depuis 24 heures, le plus rapide sur l'eau et celui qui se rapproche le plus de la tête de course, c'est Nicolas Luneven, et d'assez loin. J'ai noté les premières avaries sérieuses et notamment le dématage de Pip Air qui a dématé hier et qui est en route vers l'Australie sous Raymond Fortune. J'ai noté que le petit groupe de 4 dans lequel il y avait Boris Herman et ses drôles de dames, comme il a fait un post, et avec toute honte bue et sans galanterie, il a largué les pas très sympa. Voilà, parle bien dans le micro, Franck. Il a largué les 3 filles et dans les 3 filles, il y en a une qui s'est intercalée entre les deux autres, c'est Justine Métro qu'on avait eu dans un précédent épisode de Pause Report. Et puis Sébastien Simon, pas de foil sur tribord, mais qui continue. Qui n'a que, entre guillemets, une centaine de milles de retard sur la tête de course. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, lequel de vous 3 veut commencer dans la petite liste que j'ai donnée? Qu'est-ce qui, pour vous, est le point le plus surprenant, sachant qu'on nous dit souvent, après chaque épisode, vous parlez que de la tête de la course, Mais bon, c'est aussi
C'est une course. Malheureusement, on regarde trop la tête de la course. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé de ces derniers jours sur le Vendée Globe? C'est quoi? C'est le resserrement en tête de course, c'est la dorsale qui se dresse derrière les trois premiers. C'est quoi le fait majeur de cette semaine pour vous qui veut s'y coller en premier? Vas-y, Franck. En fait, j'ai l'impression sur cette course en général, il y a des pelotons qui se créent, et puis il y en a certains qui sont capables de s'échapper de leur peloton et d'aller voir le peloton devant et inversement. Et ces derniers jours, effectivement, c'est Johan qui a fait tout ce qu'il a pu pour revenir sur les deux premiers, parce que météorologiquement, c'était super important. De cravacher à certains moments et quand il faut cravacher, je crois que il n'est pas le dernier et ça va souvent vite quand on suit ses classements. Il a un ou deux nœuds supplémentaires à chaque transition. On a l'impression qu'il est au-dessus. Il est revenu à 17 000. Hein. On verra au classement de 19h. Mais ouais, ça va. Je crois qu'ils vont finir par se voir. Et donc, il a pu raccrocher le peloton devant, qui était constitué quand même. Ils avaient 450 000 d'avant, je crois, les deux premiers. Et il y avait cette dorsale anticyclonique qui était en train de se créer juste derrière. Et in extremis, il est passé, très très bien passé. Et puis derrière, par contre, ça s'est complètement refermé. Et notamment avec Thomas et Johan, il y a une semaine, ils étaient vraiment dans le même groupe et ils se battaient à une 50aine de mille près. Et puis maintenant, il y a combien? Il y a 700 000 entre les deux. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est le jeu de la météo et le jeu des trains de météo dans le sud. Et quand on rate un wagon, il faut attendre le suivant. Ça se joue à quoi, Vincent? Ça se joue à quoi quand on est côte à côte et puis qu'il y en a un qui part par devant? C'est quoi? C'est un petit positionnement latéral différent, c'est un choix de voile. T'es arrivé le premier, très en avance, et t'as regardé sur les vidéos si Charlie et si Johan avaient les mêmes voiles. Ouais, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ils avaient les mêmes voiles, mais c'est sûr que c'est une certaine dynamique, quoi. On voit bien que Johan avait bien pris la dimension du risque qu'il encourait s'il n'était pas très rapide cette semaine. Et du coup, il a été agressif tant en stratégie qu'en vitesse. Et en plus, je pense qu'il s'en voulait un petit peu de son option précédente où il avait fait le choix de la sécurité, qu'il avait cuté devant la dépression qui est un peu violente, qui avait traversé l'océan Indien la semaine précédente. Donc là, je crois qu'il a tout donné pour raccrocher les wagons, et il a bien fait parce que ça a fonctionné et parce qu'aujourd'hui, le bilan, c'est que grosso modo, la flotte, elle est scindée en trois gros groupes et entre chacun de ces trois gros groupes, il y a une belle dorsale anticyclonique. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux être du bon côté parce qu'à l'issue, certaines fois, on arrive à se refaire, mais certaines fois, la course, elle s'arrête à des moments comme ça. Et voilà, et c'est là qu'il a été très, très fort, je pense, aussi. Et c'est preuve qu'il doit être encore bien armé, avec pas trop de soucis à bord de son bateau pour réussir à faire un aussi bel exercice. Donc c'est que voilà, pour la suite de la course, il a montré à tout le monde qu'il était encore bien en lice pour aller chercher la victoire. Marie, toi, qu'est-ce qui te frappe dans ces derniers jours de course quand tu regardes? Je sais pas si t'es accro à la carto comme la plupart des gens ici ce soir, mais qu'est-ce qui t'a frappé dans les différentes manœuvres? Si, moi je suis accro à la carto, mais je regarde surtout en fait ceux qui sont pas devant, moi perso. Parfait. C'est de sensibilité, je sais quand même beaucoup plus sur les bateaux à dérive que les foilers. Donc, allô Thomas, est-ce que tu nous entends? Salut Pile. Eh ben salut, tu nous entends fort et clair? Ouais, je t'entends, ouais, nickel. On n'a pas du tout l'impression que tu es sur un bateau en course dans le Vendée Globe, Thomas. Ah non, ça, c'est la technique, hein. Ça évolue. À côté. Bon, écoute, comment ça va? Est-ce que t'es encore dans ce petit temps qui t'a fait un petit peu rager, un petit peu décrocher? Comment ça va en ce moment? Non, écoute, ça redémarre. On a le petit temps est juste devant, donc on bute un peu dedans, mais non, on a un bon flux de nord là maintenant depuis hier pour moi, parce que là c'est le petit matin ici là. Donc non, ça avance avec une mer assez plate, des conditions plutôt agréables, même si c'est un peu couvert ce matin. Mais hier on a une super journée là, avec du ciel bleu,
mer plate, un angle rapide. Voilà, bateau facile, donc non, des conditions plutôt sympas là en ce moment-là. Bon, presque du champagne sailing comme on dit. Comment, Ouais. dans quelle disposition d'esprit es-tu après cette traversée de dorsale et ce petit départ par devant de tes partenaires de course? Est-ce que maintenant t'es dans le coup d'après, c'est digéré? Est-ce que tu as une stratégie en place pour revenir sur la tête de la course? Dans quel état d'esprit t'es? Bah, une stratégie en place pour revenir sur la tête de course. Écoute, c'est l'avenir qui le dira s'il y a des opportunités de revenir ou pas. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a un gros break qui s'est fait. On n'est plus dans la même situation météo, ouais, bah, ça fait un petit moment que je voyais venir le truc où j'arrivais pas à, à passer dans l'est de l'anticyclone. Donc voilà, je savais que inexorablement ils allaient se barrer par devant et puis que ça allait recoller par derrière. Et voilà, là on est tous quand même très groupés avec un bon groupe de bateaux. Donc écoute, là j'ai Nico en visu là. Ah oui. On est vraiment côte à côte. Écoute, oui, bah un peu déçu de la situation et que ça se barre autant. Voilà, mais en même temps, je lâche pas, je suis dessus, mais il y a du rythme. C'est vraiment moi ce que je me dis là depuis le départ, c'est que il y a pas de pause. Ça navigue à 100% tout le temps. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Donc voilà, écoute, j'espère qu'il y aura il y aura des situations qui nous permettront de revenir et de recoller, mais il y a quand même de l'écart là. Ok, écoute, en tout cas, tu as une bonne voix. On est avec Marie Tabarly, Vincent Rioux et Franck Camas. Et puis, ils ont des questions à te poser. Ils vont trouver des questions à te poser. Ok, salut à tous les trois. Allez, vas-y, Franck. Ouais, salut Thomas. Bah écoute, déjà bravo et j'imagine que tu dois être un peu frustré parce que c'est parti pas loin devant toi. Mais merci pour toutes tes vidéos que tu envoies, c'est toujours sympa et même dans une situation compliquée, tu as encore le sourire, donc bravo. Non, bah fais-nous une petite carte postale. C'est quoi ta toile, par exemple en ce moment? Tu sais, nous on aimerait naviguer avec vous, mais on le fait pas, donc j'aimerais bien imaginer ce que tu as à bord, quoi. C'est pas en direct, comme tu peux donner les infos. Ça change un peu. En gros, le 4, c'est FAC ou J2, J3 ou J2, GV1 ou GV1. En gros, voilà, ça tourne autour de ça en ce moment. En fonction de... C'est un peu shifty. Le vent tourne de 10-20 degrés de temps en temps. Donc, j'essaie d'ajuster la toile en fonction de ça. Mais ouais, c'est ça. Voilà, les conditions sont plutôt sympas. Il n'y a pas de mer, on est vraiment devant le fond, un bon angle. On est entre 100 et 120 du vent en ce moment. Et des fois, vous allez trop vite et tu sens que tu rebutes dans la mode Ouais, devant toi. c'est ce qui s'est passé toute la journée d'hier. On allait plus vite que les systèmes. On avançait plus vite que le front, donc de temps en temps, je rebutais devant. Et puis, ouais, les copains derrière allaient un peu plus vite toujours, donc écoute, là, ça se stabilise un peu. Nico va très vite. Je pense qu'il a un bon bateau aussi pour les conditions du moment là, carène puissante. Voilà, on est vraiment en bordure de. Toi là, je suis sur la carto là. Avec mes grilles en couleur, j'ai du bleu foncé et du rouge quoi. Donc non, on avançait hier, on avançait un peu plus vite. Ça y est, on avance à la même vitesse à peu près là que le fond. Ouais, et tu vois Nico, il a la même toile et tout. Vous parlez ou quoi? Alors non, j'arrive pas à voir la toile qu'il a. Parce qu'il est passé à 3-4 000, mais ouais, il doit être à peu près dans la même configuration que moi, je pense. Vincent ou Marie? Ouais, salut Thomas. Écoute, Salut Vincent. moi je voulais juste te poser une petite question. Je voulais savoir si, malgré le fait qu'aujourd'hui vous chevauchez sur des machines qui sont particulièrement inconfortables, est-ce que vous arrivez quand même
à avoir des périodes, des journées entières où vous prenez plaisir à naviguer, à profiter de la glisse de vos bateaux, à regarder, à contempler un peu les océans, parce que ça reste une inconnue pour moi. Hein. Tu sais que je navigue de temps en temps avec vous sur les bateaux et c'est vrai que je les trouve extrêmement engagés. Et voilà, ma question, c'est toi qui as vécu les deux, qui as déjà fait le tour avec des bateaux un peu plus lents, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives encore à passer des belles journées ou des belles demi-journées à contempler ton bateau qui file sur l'océan? Ah bah ouais, heureusement, parce que s'il n'y avait pas ça, ça serait quand même compliqué de tenir dans la durée. Et non, non, je prends beaucoup de plaisir à naviguer sur mon bateau. C'est sûr que je pense que l'humain est assez bien fait pour ça. On s'habitue à tout. Même parfois quand c'est très violent, bah ouais, quand ça dure, bah de toute façon faut faire avec. Hein, donc faut aussi trouver le plaisir là où il est. Et c'est pas tous les jours facile, mais non, non, je prends plaisir à faire marcher le bateau, à avoir de belles glissades. Donc non, non, il y a quand même beaucoup de plaisir à manipuler ouais, cette machine et puis avoir aussi un peu de contemplation parfois. Malgré tout, tu vois, là, j'ai une journée dans la molle sous le soleil il y a 2 jours là, et c'était quand même sympa. J'étais un peu vert de m'arrêter, mais au final, tu vois, j'ai mis le nez dehors, j'ai fait sécher les cirés. J'étais en t-shirt parce que le soleil réchauffait bien le cockpit. Voilà, il y a eu quand même une petite journée de pause là. J'ai l'impression ça a été la seule depuis quasi le départ, ou on va dire le Brésil, tu vois, où au final, bah, c'est pied au plancher depuis un moment. Donc ouais, c'est une petite journée sous le soleil, voilà, que j'aurais aimé éviter, mais au final que j'ai pris, bah, pour m'occuper aussi du bateau, faire des petites réparations à droite à gauche. Et qui était quand même bien sympa. Mais ouais, ouais, je prends du plaisir, t'inquiète pas, Vincent. Bah, profite bien des belles glissades en avant du front, là, parce que vous avez quelques belles journées à venir. Là, vous allez rester calé un bon moment devant. Amusez-vous bien. Ouais, c'est ça, c'est le programme. Marie? Ah, salut Thomas. Bon, écoute, j'ai pas particulièrement de questions. Tu as répondu à beaucoup de choses. C'est assez agréable de parler à un homme heureux. C'est pas mal de parler à quelqu'un qui est heureux d'être en mer et qui profite. Et puis ouais, surtout si l'air se réchauffe un peu, ça fait toujours un peu du bien de sécher le bonhomme. Non, moi c'était plus l'état du bateau. Je veux savoir comment ton copain allait, quoi. Est-ce qu'il y avait une bonne job list, ou est-ce que tu arrives à un peu canaliser un peu ces petits débordements, quoi. Ouais, non, écoute, bah ouais, déjà, je suis heureux en mer. J'ai l'impression que vous doutez un petit peu là entre la question de Vincent. Mais On ouais, non, je suis s'inquiète pas pour bien. toi, Thomas. Je prends du plaisir sur la course. Ouais, non, le bateau, écoute, il est à 100%. J'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. Tu vois, la petite journée bricolage, c'était un peu de matelotage, des petits taquets à recoller, des petits inversions de V1 voilà, pour économiser, pas rester sur le même V1 tout le tour. Voilà, des petites recharges d'huile pour les hydros, des petites choses comme ça. Donc c'est de l'entretien, on va dire, courant du bateau, du check de structure, des différentes estropes, etc. Donc, mais le bateau est nickel. J'ai pas eu de gros soucis. La seule frayeur que je me suis faite, c'était il y a 3 jours, où j'ai eu un blackout électrique à bord. Et c'est un peu une erreur de ma part. En fait, je fonctionne avec un pourcentage batterie à bord pour lequel j'ai une alarme. Et en fait, bah, ça fait un bon mois qu'on est parti. Et en fait, ce truc-là, c'est un peu décalé dans le temps. Et il se remet bien avec une charge vraiment complète, ce que j'avais pas fait encore. Pas encore allé jusqu'au bout d'une charge. Et du coup, voilà, avant que l'alarme sonne, j'ai eu voilà, tout le bateau qui s'est éteint. Et ça m'a fait un peu bizarre parce que je me suis retrouvé là dans le froid, en mode grand sud, à devoir barrer pendant 2 heures le bateau, de nuit, tout éteint, pour faire marcher les hydros et remplir les batteries. C'est un peu voilà, c'est le seul vrai truc un peu chiant qui m'est arrivé depuis le départ.
Voilà. Donc, mais ouais, c'était un épisode assez étonnant de devoir prendre la barre du bateau là, être barré, nuit noire, tout feu éteint, donc c'était uniquement à l'assiette et aux sensations, quoi, pour essayer de remettre un peu de tension dans les bateaux. Et sinon, Et voilà, le bateau est très... nickel. Tu barres de temps en temps quand même un petit peu ou maintenant plus jamais, jamais, jamais? Quand il y a le blackout. Ouais, je sais. Non, je barre pas. J'ai pris un tout petit peu la barre dans les alizés pour sentir un peu le bateau. Mais sinon, non. Il y a suffisamment à faire. Là, c'est un bateau qu'on peut se permettre de barrer et qui est vraiment agréable à barrer. C'est sur du double ou de l'équipage. Là, en solo, surtout en mode Vendée. Ouais, je me doute. Voilà, non, je prends pas la barre. Et Thomas, est-ce que t'as là on est à mi-course, ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes parti. Est-ce que tu es rentré dans un rythme où tu as le temps de bouquiner un peu, de regarder des séries, de t'extraire un peu ou pas du tout? Ouais, j'écoute pas mal un peu les infos, tu vois, le matin, un petit podcast. Ouais, évite les infos, hein. Pas mal Franchement. Évite. Pardon? Évite les infos. Ouais, ça. Ouais. Ouais, c'est pas ouf en ce moment là. C'est pas ouf, mais j'ai pas trop écouté les 3 premières semaines et c'est vrai que depuis 10 jours, j'avais envie aussi de retrouver un peu des news de la terre, un peu les news sportives et puis l'actu générale, quoi. C'est aussi bien de rester au jus, de rester informé, ce qui n'était pas le cas en début de course pour moi, mais j'écoute pas mal de musique, j'ai regardé quelques films, voilà, avec quand même des grosses pauses. J'ai mis un petit peu de temps à regarder un film complet, mais ouais, c'est bien, ça permet de se sortir un peu aussi l'esprit de la course et voilà, qu'on nous raconte un peu des histoires. Donc ouais, j'arrive à m'occuper. Écoute, j'ai un bouquin que j'ai commencé, mais c'est pas facile de lire, quoi. Pas évident, donc mais il est là. J'espère que je le finirai avant l'arrivée. Voilà, mais ouais, j'ai quelques petites occupations quand même à bord, sympa voilà, qui sont importantes aussi pour tenir dans le temps, je pense. Ok, écoute, dernière question et puis on va te laisser à ton petit déjeuner si c'est le matin, dans le Pacifique. C'est ça, là, je sors de la manette là. Ah, d'accord. On l'arrive. C'est quoi le scénario météo qui t'attend là? On voit sur l'écran de l'ordinateur de Franck, on voit du rouge qui arrive et qui se pointe derrière toi. Tu vas avoir une séquence un peu sportive et assez sympa en avant du front. Ouais, écoute, normalement on arrive quand même à bien rester devant, donc la zone de vent fort elle est pas très loin derrière, mais par contre on arrive à rester dans des conditions qui sont super maniables avec une mer assez plate. Faut mettre du rythme, mais normalement on va réussir à rester devant ce truc-là et puis à se glisser du coup sous la petite haute pression là qui va remonter un tout petit peu vers le nord, et donc on va glisser en dessous, mais ça c'est pas encore tout de suite. Là, la situation comme elle est là, elle va quand même durer un petit moment. On va avancer, alors je sais pas combien de temps encore, mais pendant 2 jours là, au moins. Et voilà, après, on va être amené à tirer des bords le long de la Z2A d'ici 2-3 jours, quoi. Mais non, normalement, écoute, la zone de vent fort qui est derrière, on devrait réussir à la garder derrière nous. Le vent va forcir un peu, mais ça doit rester des conditions assez intéressantes pour aller vite sur la route. Et ça va vous emmener jusqu'au Horn? Ça va pas nous emmener jusqu'au Horn complètement, mais pas loin. Mais pas très loin, ouais. Enfin, en tout cas, milieu de Pacifique au moins, avant de commencer à tirer des bords. Voilà, le long de la Z2A, donc non, des conditions quand même pas mal pour les jours qui arrivent là. Super, bah écoute Thomas, merci beaucoup, merci pour ton temps, on va t'applaudir parce qu'il y a pas mal de monde dans la salle ce soir. Merci. Navigue bien, voilà, je pense que c'est merci Phil, merci à tous les trois et puis bonne carto, quoi. Ça marche. Salut Thomas. Allez, à plus, salut.
Et ben voilà, il était inquiet qu'on soit inquiet, quoi. Parce qu'en fait, la com de son équipe a été très poussée sur le fait qu'il était très déçu de voir la tête de course partir par devant. C'est l'équipe qui est déçue. C'est l'écoute, c'est peut-être l'équipe, voilà. Non, il avait l'air effectivement partir en détendu. Une petite journée au soleil, en fait, dans le Pacifique, et ça va beaucoup mieux. On va revenir sur la tête de course, mais on était avec Marie juste avant qu'on soit coupé par l'appel téléphonique. Alors, tu nous disais que toi, tu regardais plutôt les bateaux à dérive. Et alors, qu'est-ce que tu as noté, à part la prestation toujours haut de gamme de notre ami Jean Le Cam, hein, qui est 65 ans et qui est devant. Je sais pas si ça rime un peu, mais qui est quand même indéboulonnable, quoi. Qu'est-ce que tu regardes de particulier dans cette partie-là de la flotte? Oh bah j'ai pensé fort à Guiriac là quand même, hein, qui je pense qu'il a vécu quelques heures, journée un peu velue quand même. Guiriac Hein. Sodé, Il ouais. s'est pris dans un après une zone assez compliquée où il a dû se dérouter pour aller au Kerguelen. Il a quand même utilisé quand même pas mal son capital fatigue à ce moment-là. Il a envoyé une vidéo très impressionnante, hein, de conditions avec 50 nœuds, hein, qui était assez forte. Ouais, bah là-bas, 50 nœuds, ça commence à faire, quoi. Surtout avec de l'air un peu froid, avec le croisement de houle là-bas, plein de températures qui sont différentes. Enfin, la mer est quand même bien dégueulasse par là-bas. Donc, et puis ça a duré un moment. Donc, ouais, je pense que il doit être bien entaillé. Ouais. Et je sais pas si tu as vu aussi une photo assez incroyable d'Antoine Cornic aux îles Amsterdam, qui a été pris en photo par un bateau de pêche et par l'inspecteur des TAF qui est à bord du bateau, et il est au mouillage, mais quasiment contre la falaise pour faire ses réparations dans son mât. Il a passé presque 5 heures à changer le rail de mât. Donc ça fait partie des épisodes, j'allais dire classiques du Vendée Globe, mais Ouais, mais classique. Mais bon, quand tu dois le vivre, je pense que tu dois pas être bien. Hein. non, C'est c'est clair. Enfin, faut le faire, quoi. Il y a un moment, c'est. Et alors toi qui as navigué avec Petit Louis, quel regard t'as sur sa course depuis le début? Bah, une course fait à une la phrase Jacques petite Louis, Vabre avec lui, une petite Pas course bien. à la petite Louis, quoi. C'est engagé, prudent, et là, ça fait un moment qu'il est que dans sa course, à pas regarder les autres et à faire une trajectoire assez propre d'ailleurs, mais la course, elle est encore très très longue. Hein. Enfin, ça sert à rien. D'abord, pour gagner, il faut finir, quoi. Donc, lui, il est clairement dans cette option-là. Il a pas pris de gras là sur la. Et sur la carto, il passe vraiment très très près de la Ouais, zone ouais. des glaces. Hein. Tu sens que On bon. va vérifier quand même. là-dessus. Oh, touche pas à Petit Louis. Ah ouais. Non, c'est bon. En fait, pour les gens qui nous écoutent sur la carto, il est passé très près, mais il est passé. Ouais, non, il fait les choses très très bien. Et puis, non, il est bien, il est heureux, il navigue bien, il est exactement là où il veut être, sans trop se prendre la tête sur ce qui se passe au-dessus. On sait qu'il a un bateau qui est pas aussi. Il est à combien? 1020. Alors là, il devait Bien dans le micro. là, il devait être encore plus proche. On sait qu'il a pas un bateau qui est aussi rapide que celui de Violette ou l'ancien de Damien. Pardon, mais je vais pas le bouffer ton micro. Hein, moi. Il faut que tu sois dans l'axe, en tout cas. Désolé. Il a un bateau qui est pas aussi rapide que les autres, donc il fait avec, mais le bateau s'en sort très très bien. Il a pas de grosse job list pour l'instant. Il a des voiles qu'il a perdues, mais ça le pénalise pas pour l'instant. Donc non, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, ouais. Il y a deux familles de trajectoires quand même chez les dériveurs. Hein. Il y a ceux Ouais. qui veulent pas, qui se rapprochent, qui font des trajectoires proches de l'anticyclone, et il y a ceux qui y vont et qui se rapprochent de l'ortho, quoi. C'est assez rigolo, hein, parce que il y a pas beaucoup de routes au milieu. Après ça va avec les caractères. Hein. Il y a Petit Louis, il y a Guirec, il y a tous ces gars-là qui sont allés bien en tête sans trop se poser de questions. Tanguy le Turquet aussi qui est Et qui Tanguy. est proche. Et Qui part au sud, après, il y a une bande de nordistes qui ont fait une très belle trajectoire. D'ailleurs, hein, c'est la trajectoire qui a payé pour le moment, mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que les trajectoires vont quand même bien avec les caractères des gaillards. C'est assez, Ah, là, c'est c'est assez clair. amusant à voir comme ça. Ça te tente un Vendée Globe, Marie? Oui, ça me tente. J'avais même dit à Louis que je voulais racheter son bateau et tout, mais si je fais ça, moi, je pense que je vais tuer quelqu'un. C'est pas du tout pour moi. Enfin, c'est pas. Tu seras seul à bord, tu pourras tuer personne. Non, mais le problème, c'est en mer, ça ira. Mais non, j'ai 4 ans sur. Pour l'instant, je me vois pas. C'est pas. J'aime bien y aller comme ça une fois de temps en temps, mais c'est pas. Ça me correspond pas en fait. Et puis
Puis en fait, j'adore naviguer à bord de Penvixis. J'adore ce bateau, ça me va très bien. J'ai déjà plein d'autres bateaux, j'ai plein de bateaux à gérer, ça me va très bien. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. J'adore ce que je fais avec mon équipe de volontaires, à leur permettre justement de faire de l'équipage et d'appréhender l'océan de façon un peu différente. De montrer aussi que la voile peut être inclusive, et c'est-à-dire qu'on peut faire, on n'est pas obligé de faire du full carbone et des foils et d'aller à 40 nœuds en permanence. Même un vieux bateau de 50 nœuds a quand même réussi à faire une pointe à 28 nœuds 3 avant le Horn et à arriver devant Charles Caudrelier au Cap Horn. J'étais pas parti en même temps. Quand même. Oui, ça on n'est pas obligé de le savoir. Et voilà, moi, je trouve que c'est un bateau qui maritimement est vraiment intéressant et ça me permet de faire plein de choses en marge et de vivre une super vie. Donc voilà, je laisse le Vendée Globe pour les autres, et puis si un jour, j'espère qu'un jour quelqu'un aura l'idée de refaire que pour les bateaux à dérive un tour du monde en double, ça serait vraiment chouette, parce que de toute manière il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire de ces bateaux à dérive, parce que dans 8 ans on va avoir de sérieux problèmes. Et voilà. Mais ça, l'aluminium, c'est la vie. Ouais, on le sortira, on le mettra en exergue. Juste pour rester un instant sur Penvixis, évidemment qu'on s'éloigne du Vendée Globe, mais ça reste un bateau de légende et qui a fait plusieurs tours du monde. Et celui-là en particulier, vous avez gagné en réel. Je vais le rappeler. Hein. Il y a dans les textes que tu envoyais et dans ce que tu racontes du bateau, on sent qu'en fait, lui, il va avancer, mais sans problème. Il aime la brise, et que la variable d'ajustement, ou plutôt celle qui va avoir du mal à suivre le bateau, c'est presque l'équipage, quoi. On a l'impression que c'est un coffre-fort. C'est pas une impression, hein, c'est pendant tout le bateau, pendant toute la course, j'ai dit c'est génial, on peut enfin tirer sur le bateau, et dernière étape, j'ai compris que c'est lui qui nous tirait dessus. Hein. Épuisé, quoi. Et lui il était à Mach 12, hein. C'était la dernière étape, il a été hallucinant, quoi. Mais dans très peu de vent, en fait, maintenant qu'on a vraiment remis en bateau de course avec un super beau jeu de voile et Incidence, ils ont fait un super travail avec tout qui va bien à bord, avec un bon équipage, avec des bons cordages, avec tout qui va bien. C'est dans très peu de vent, c'est un avion de chasse. Après, c'est un bateau qui est ultra polyvalent, donc que ce soit dans du gros temps ou... Bon, après, il est encore plus magnifique dans du gros temps, mais même dans du vent léger, il se défend vraiment très bien, quoi. Donc heureusement, vu les poteaux noirs qu'on a eu sans météo, il a fallu un peu exploiter le bébé. Mais je l'ai vu là en allant c'était quoi? C'était avant le tour du monde, quand on a essayé justement d'aller à New York au mois de mars. Il y a un récit de la traversée des Gulf Stream qui est très impressionnant. On était dans 8 mètres de creux au près, dans 50 à 55 nœuds de vent. Et on était entre 19,5 et 11,5 surface. Le truc, il canardait, quoi. C'était incroyable. Donc, non, c'est chouette. C'est une autre façon de naviguer, mais au moins, nous, on teste l'étanchéité des cirés, quoi, tu vois. Et je peux te garantir que des cirés étanches, il n'y en a plus, en fait. Ça existe plus. C'est pour ça qu'ils ont mis des... Les mecs, ils ont mis des cabines. Ils sont dit, oh, on a développé les cirés avec tel bateau, toi. C'est super, mais venez avec nous. Alors, si vous avez, je le dis parce que moi j'y étais, mais si vous avez raté la séance théâtrale du récit de l'Ocean Globe Race, faite par Marie Tabarly, seule sur scène avec un comédien et un peu de musique et de la vidéo, c'était un moment assez magique, et vous comprendrez pourquoi Penvixis aime la brise et tire son équipage, comme dit Marie. C'était vraiment un super moment, et donc peut-être qu'il y en aura d'autres séances, on ne sait pas. Ouais, il y en aura probablement d'autres. Il y en aura d'autres, quoi. C'était un grand moment de théâtre et de bateau. Alors, on va revenir à la carto, parce que je sens Franck qui s'impatiente là, qui veut parler de foil. L'aluminium, c'est la vie, mais surtout pour Franck Hamas, le carbone, c'est la vie. Je dirais plutôt que l'aluminium, c'est la survie pour lui. Tu rigoles, il est venu naviguer, même Franck est venu naviguer avec nous. Ah ouais. Il est venu au Groenland avec nous. J'ai passé 15 jours avec Penvixis, avec Marie, avec tout son équipage au Groenland, c'était magnifique. C'était il y a un moment. Et je lui ai dit, il n'y a pas de course, il y a une quille et tout. Il est venu. L'équipage s'est mis au taquet, par contre. Un moment d'égarement. On commence à faire des timings dans les fjords pour mon équipage a changé. Alors, Franck, oui, quoi. t'as fait tes devoirs et t'as fait quelques routages pour la suite. Alors,
On a branché l'ordinateur de Franck sur l'écran, donc je vais vous décrire pour ceux qui écoutent ce podcast en audio, et il y en a quand même quelques-uns, vous êtes même assez nombreux. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir pour la tête de course? Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui déjà est-ce que nos deux amis Johan Richaud et Charlie Dalin vont rester côte à côte? Est-ce qu'ils vont partir par devant? Raconte-nous un peu le scénario à venir, d'après toi. Alors d'après moi, oui, les 3 premiers au Cap Horn, ils arrivent dans 8 jours, donc ce qui est assez rapide. La trajectoire est assez rectiligne. Y compris Sébastien Simon avec un foil de moins. Hein. Y compris Sébastien Simon. Et alors, j'ai pas pu faire un routage avec une dégradation sur un seul bord, mais il a quand même la chance de faire la moitié du Pacifique sur le bon bord pour lui. Okay. Donc c'est pas mal, et ça lui permettra d'accrocher les mêmes phénomènes que les 2 premiers, je pense. Même si la deuxième partie du Pacifique va se faire bâbord à mur, donc ça va être moins drôle pour lui. Si on fait avancer le routage, on voit ce paquet là. Je ne sais pas si c'est très visible. On voit ce paquet qui va rester tribord à mur un certain temps. Donc là, c'est la tête de course. Donc ça, c'est la tête de course. La tête de course, vous voyez, ils ont passé l'antiméridien il n'y a pas longtemps, donc ça pose des petits problèmes d'affichage. Ici, c'est Arkea. Et ici, c'est l'horaire. Donc on est lundi, on le voit avancer avec les phénomènes météo qui vont avoir. Alors là, c'est du européen, mais européen GFS. Donc les 2 modèles mondiaux s'accordent quand même pour que la route soit assez identique. Et donc il reste à l'avant de cet anticyclone avec un vent tribord à mur assez longtemps, et bien pour Sébastien Simon justement. Et voilà, rien à noter, si ce n'est que c'est quand même assez simple. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de transitions compliquées à avoir. Il n'y a pas de choix stratégique à un moment ou à un autre d'ici le... Pas vraiment, ils vont vraiment se faire pousser et empanner lorsque le vent va tourner, quoi. C'est relativement simple, et avec une zone des glaces que l'on voit ici, évidemment à respecter. Donc la route la plus courte, c'est forcément la plus sud et à ras de cette zone des glaces. Et ils vont arriver. Donc on lance les paris mardi 24 à Noël. Mardi on va dire le 25. 25 au Cap Horn. Voilà, ça c'est le groupe de tête. Et dans des conditions au maximum, moi sur mon routage, j'ai 30 nœuds de vent. Donc c'est quand même beaucoup plus simple que la traversée de l'Indien. Et avec des conditions de mer, ici on a la mer. On voit que la grosse partie de la mer est derrière eux. Ici on voit l'état de la mer qui est assez forte, mais voilà, les plus riches seront bien avantagés, on va dire, sur ce coup-là. Et notamment Johan, il a jumpé à l'avant au bon moment, je pense. Et puis derrière, ils vont quand même aller assez vite, mais ils vont pas du tout rattraper le tiercé à l'avant. Et là, on les voit. Pas du tout, l'écart reste même, parce que c'était une hypothèse. Hein, ils se disaient, ouais, on perd 150 000 près, quoi. Mais sur les 800 000 de retard qu'ils ont aujourd'hui, donc on peut dire que c'est dans la marge d'erreur pendant 8 jours. Ouais. Parce que leur hypothèse au départ était dit, bon, on va morfler avec la dorsale, mais par contre, on va se refaire, on va vraiment avoir des conditions de vitesse et on va pouvoir recoller. Et d'après ce que tu vois, toi, ça va pas trop être le cas, quoi. Ouais, la tendance, elle est à recoller, mais c'est vraiment qu'une tendance. Je pense que c'est comme dit Franck, c'est dans l'épaisseur du trait, quoi. Aujourd'hui, on peut considérer que les écarts seront à 100 000 près les mêmes, avec plus de chances qu'ils resserrent de 100 000 qu'ils prennent 100 000, mais voilà, c'est dans 8 jours, c'est quand même assez loin. Mais grosso modo, par rapport à leur position aujourd'hui, c'est pas catastrophique, quoi. Certes, c'est pas dans l'océan Pacifique qu'ils vont se refaire, mais ils vont pas non plus finir d'enterrer leur Vendée Globe dans l'océan Pacifique. Ils sont qu'à la moitié de la course, hein, il y a un moment. Oui, mais bon, ça commence à faire des écarts qui peuvent commencer à compter. C'est mieux d'avoir 800 000 d'avance que 800 000 de retard. C'est la conclusion de chacun de ces épisodes. Hein. À chaque fois, on dit bon, rien n'est joué, mais c'est quand même mieux d'avoir. Non, mais c'est mieux d'être devant. Mais aujourd'hui, on voit quand même que les vitesses que peuvent avoir toute cette catégorie de bateaux-là font que les écarts, un peu comme en multicoque, peuvent se faire et se défaire plus rapidement que sur les éditions précédentes. Et
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu obligé d'intégrer ça dans la réflexion, même si aujourd'hui, 800 000, 800 000 de retard, ça doit faire peur à bord des bateaux. Enfin, moi, perso, ça me ferait peur, mais voilà, les choses, elles évoluent quand même, la vitesse des bateaux aussi, et ça va pas être complètement mort, et ça va certainement pas être simple pour eux, et c'est l'Atlantique qui décidera de leur sort à la fin, mais voilà, ils vont pas se faire enterrer dans le Pacifique, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a 3 jours, quand on faisait les routages, on imaginait qu'à l'avant, ils allaient se faire bloquer. En fait, le vent demeure quoi devant. Ils n'ont jamais de mal à traverser. Donc, par contre, ce qu'il y a noté aussi, c'est que devant, ils sont un peu, la plupart du temps, on va dire, derrière la dépression, et devant l'anticyclone, c'est pas le meilleur endroit pour la mer. Là, on voit quand même une belle différence de mer entre ceux qui sont devant, où il y a mon curseur, et le groupe là qui est en train d'aligner des milles derrière eux. Donc, les bateaux vont être à plus rude épreuve, je pense, quand même devant. Mais pour l'instant, ils arrivent à tenir, ils arrivent à aller vite. Donc, ça reste pas énorme non plus par rapport à ce qu'ils ont vécu sur l'Indien. Et puis, Simon, je l'ai entendu là, il était plutôt content de cette traversée du Pacifique qu'il voyait sur les routages. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille, hein. 30 nœuds maximum sur un Pacifique, on peut dire qu'ils en sortent quand même très, très bien. Sébastien Simon, il peut tenir combien de temps avec un seul foil comme ça, la remontée de l'Atlantique sur un foil bâbord C'est la météo qui va décider, hein. Je crois que là, lui, il va faire son mieux avec ce qu'il a, mais c'est sûr que bah voilà, il y a des angles et des forces de vent où on sait que sans foil, tu vas entre 3 et 5 nœuds moins vite. Voilà, ça c'est un fait aujourd'hui avéré, et donc c'est vraiment les enchaînements météo et qui feront ça, ce qui va pouvoir, enfin, la manière dont il va pouvoir limiter sa perte. Il a plus toutes les cartes en main, il le sait, et je pense que de toute façon, il fera de son mieux pour essayer de faire une belle place, voilà, et de montrer à tout le monde qu'il était quand même là sur ce Vendée. Il a il y a une petite chance quand même, c'est que le bâbord Amur, c'est l'allure prépondérante, au moins jusqu'au Cap Horn, on va dire. Et après, ça change un peu. C'est plutôt tribord Amur, et notamment dès qu'ils attaquent les alizés, c'est tribord Amur. L'hémisphère nord, ça devient tribord Amur, et s'ils ont la chance d'avoir un front pour entrer, c'est encore tribord Amur. Donc, c'est pas plus mal. C'est mal, mais ça peut être pire. Ça pourrait être pire. Dans son malheur, ça pourrait être pire. Exactement. Si on recule un petit peu sur la flotte, moi j'ai trouvé qu'il y avait le truc intéressant, c'est que le deuxième peloton s'était quand même bien regroupé, et notamment que Boris Herrmann, sans y toucher entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, était quand même était en train de rejoindre le deuxième peloton quoi, progressivement, si c'est pas déjà fait, et qu'il a donc il a largué les 3 filles avec qui il avait passé une bonne partie de l'Indien, et que Justine Métro aussi est sorti du groupe. Il a fait quoi? Il y a eu un mouvement, un positionnement particulier, ou c'est juste il a un bateau qui est vraiment fait pour le sud, hein, qui a ce petit côté un peu presque, je sais pas, je crois que c'est lui qui disait ça, hein, c'est un pullman quoi. Il est vraiment fait pour la houle du Grand Sud. Est-ce que c'est ça qui l'a permis de se rapprocher et de sortir, ou c'est lui qui a trouvé un rythme particulier? J'ai l'impression qu'il était un petit peu plus sud au moment où ce vent s'est formé juste derrière eux, et il a accéléré au bon moment comme souvent, mais ça se joue à pas grand chose, hein. Je pense que Justine, elle va quand même réussir à rester du bon côté. C'est pas encore gagné pour elle, mais plus on est devant, plus c'est facile quoi dans cette configuration là, et comme d'habitude, il faut savoir quand il faut pousser, et comme Johan l'a très bien fait, j'ai l'impression que Malizia et Boris l'ont très bien fait aussi à ce moment-là, et oui, il a exploité 100% de son bateau quand il fallait le faire. Donc maintenant, il se retrouve dans le groupe, dans le deuxième groupe, et on va voir pendant le Pacifique. Je crois que c'est pas forcément un bateau très impressionnant lorsqu'il fait du reaching comme maintenant, mais quand on va passer dans la deuxième partie du Pacifique avec des vents un peu plus portants et avec plus de mer, là il pourra faire la différence par rapport aux bateaux qui sont autour de lui. Ouais, moi je pense qu'il va même continuer à recoller là dans les heures à venir, hein, parce qu'il est quand même placé dans du vent plus fort que les autres, et son bateau il passe vraiment bien la mer, que ce soit au reaching ou au portant, donc
Ouais, c'est sûr qu'on l'avait un petit peu, on avait un petit peu l'impression qu'il avait un retard qui allait être difficile à combler. Et aujourd'hui, d'ici quelques heures, je pense qu'il va être complètement dans le match du deuxième groupe. Ça veut dire aussi que quand on vous entend dire là, il y allait à 100% au bon moment, ça veut dire que euh, quel qu'il soit, que ce soit Yann Richomme ou Boris Herrmann, ils en ont sous la pédale tout le temps. On a l'impression, d'après ce que vous dites, que quand il accélère, c'est pas juste question de conditions météo, c'est aussi une question de mettre du charbon sur le bateau, mettre plus de toile, prendre plus de risques. Bah ouais, sur ces bateaux-là, je pense que dans des conditions de vent au-dessus de 18-20 nœuds de vent en solitaire, ils en ont quasiment toujours un peu sous le pied. Hein. Les bateaux, ils sont quand même là, ces bateaux-là, ils peuvent vraiment aller très très vite. Après, c'est la manière de les piloter, et puis surtout l'envie de prendre des risques et de se faire secouer, hein, parce que clairement, les bateaux, ils ont un potentiel qui est complètement dingue. Maintenant, toute la difficulté pour ces marins-là, c'est de trouver le bon équilibre entre la performance, la vie à bord, parce qu'il faut aussi garder de la motivation et être performant de manière durable, et puis après, faire durer le bateau. Donc, c'est ces trois paramètres avec lesquels ils jouent. Et aujourd'hui, en solitaire sur les IMOCA à grand foil comme ça, clairement, ils en ont sous le pied. Dès qu'il y a plus de 15 nœuds de vent, ils en ont quasiment tout le temps sous le pied. Franck, toi qui as vécu ça sur Charal. Non, mais c'est exactement ça. À un moment, c'est plus le bateau qui freine, mais c'est le bonhomme qui freine son bateau. Parce que c'est trop inconfortable, parce qu'on se demande ce qui va casser en premier. Et c'est intenable de faire un tour du monde à 25-30 nœuds dans de la mer, quoi. Donc à un moment, il faut lever le pied, il faut être très sage et choisir les moments où justement on se fait mal. On se fait mal avec son bateau, malheureusement. Mais c'est pas possible de faire autrement. Après, c'est vrai que Johan, on a l'impression qu'il toile toujours pas mal son bateau. Je pense qu'il a, sur les images, j'ai vu des configurations de voile qui étaient assez intéressantes. Dans les transitions, il est toujours un petit peu mieux que les autres. Ça veut dire qu'il change tout de suite la voile dès qu'il y a quelques nœuds qui décroît. Il a toutes ses voiles en permanence. Il sait devant et il swap rapidement d'une voile à l'autre. Il n'hésite pas, lorsque le vent tombe un peu, même si la météo est mauvaise, de mettre plus de toile. Et c'est comme ça qu'il arrive à gagner des dizaines de milles dans la journée. Mais il en faut pas beaucoup, hein. Un mille d'écart, c'est quand même 24 000 par jour. Trois nœuds d'écart, c'est quasiment 4 nœuds d'écart, c'est 100 000. Donc c'est des énormes écarts et on voit tout de suite des différences assez incroyables. Et surtout dans l'angle aussi de descente. Plus on met de toile sur ces bateaux, plus on gagne en angle de descente. Alors là, c'est pas important en ce moment pour ces bateaux-là, mais pour les bateaux devant qui sont en train de faire du vrai VMG downwind, c'est important de gagner aussi quelques degrés. Et lui, j'ai l'impression qu'il est toujours un petit peu plus bas. Ça prouve qu'il met beaucoup plus de toile que les autres, en fait. Et puis toujours ces vidéos, moi je m'attache toujours un peu aux à côté de la perf sportive pure, mais sur ces vidéos, on sent qu'il est bien, il est très à l'aise et il maîtrise. Ouais. Il maîtrise bien. On a l'impression qu'il a aucun stress. Donc c'est qu'il est très très à l'aise et ça lui permet de pousser clairement le bateau. Hein. Et c'est bien tant que ça tient. Mais bon, il fait ça intelligemment, sinon il aurait déjà cassé beaucoup de fois. Sans faire de parallèle trop poussé, Marie, sur une course comme le Sun Globe Race, c'était en termes de changement de voile, d'impact, de rythme, tu gérais comment avec l'équipage? On va rappeler que c'était un équipage à part un ou deux marins, c'était un équipage amateur que t'avais... 3 marins pro, 4 avec moi et les autres volontaires. Ouais. Comment tu gérais justement cette implication? Les marins pro sont volontaires aussi, quand même. Ah ouais. Heureusement. Justement, comment tu gérais un équipage en termes de rythme? Parce qu'il y a beaucoup de voiles, il y a plus de voiles sur Nexis que sur un IMOCA. Hein, nous, on a beaucoup de voiles. Là, on avait droit à 13 voiles. Donc, j'ai dû enlever déjà des voiles. J'avais pas le jeu de voile d'origine. Et puis, je pense qu'aussi, à l'époque, à l'origine, les voiliers ont bien gagné leur vie aussi, avec les essais de mon père un peu dans tous les sens. Il y a des skis qui pétaient tout le temps aussi. Ouais, les matériaux sont plus les mêmes. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de dessins qui n'étaient pas forcément très rentables.
Non, c'est plutôt le solitaire, au moins t'as que toi que t'emmènes en manœuvre, quoi. Là, c'est quand même assez différent d'emmener 11 autres personnes et de les ramener, en fait. Donc, moi, il y avait quand même un énorme facteur sécurité dans ma tête en permanence à chaque fois que je demandais à être en manœuvre. Et après, bon, on n'a clairement pas fait cette course pour faire deuxième, hein. J'ai tout mis en œuvre pour qu'on puisse gagner chaque étape. Donc, c'était pas emmener les gars sur le pont pour une manœuvre était pas comment dire, eux ils étaient toujours d'accord d'y aller, quoi. C'était plus après d'en garder un peu sur la pédale pour eux, leur dire, parce que souvent en fait un changement de voile, le bateau peut accepter d'être plus toilé mais va pas forcément être plus rapide. Donc c'était plus ça, d'avoir la vision globale. Comme on n'avait pas le droit d'emmener les voiles en voilerie, faut pas chercher à comprendre pourquoi. Ça veut dire que si tu les emmènes en voilerie, ça fait 12 heures de pénalité quand même. Donc tout ton jeu de voile, tu dois quand même sacrément bien le garder, l'utiliser et en prendre soin. Donc, il y a vraiment de la gestion, quoi. Hein. Ouais, tu dois avoir vraiment une vision globale de tes 4 étapes, de la condition de ton bateau, de tes voiles, de quel gars tu as sur le pont et dans chaque quart, voilà, de ce que tu vas faire. Donc non, c'était assez très complet, ouais. Très, très complet. Et juste un mot, tu ne taris pas d'éloges sur ton équipage. Hein. Ouais, tu les traites de fous, quoi, mais Ouais. t'es... Non, mais j'ai le meilleur équipage du monde, c'était incroyable. Et eux, ils te traitent de folle, non? Ouais. Ça va alors. C'est équilibré. Ah ouais. Non, mais ouais, parce que non, il y a un casting qui est fou. En 2 ans, on n'a jamais eu une seule engueulade à bord, quoi. C'est un truc, et à terre non plus. Ok. Non, ils ont hyper bien appris leur job. Ils ont fait exactement ce pourquoi ils étaient venus sur chaque escale. Parce qu'il y en a qui, en moyenne, ils faisaient tous 2 étapes. Il y en a qui avaient quasiment jamais navigué de leur vie, hein. Et celui-là qui a quasiment jamais navigué de sa vie, c'est un de mes meilleurs barreurs dans le sud. Il me fait 2 étapes du sud, c'est mon gars sûr, c'est mon soldat. Mais ils sont tous humainement, j'ai vécu la quintessence de ce que peut offrir l'humanité, avec de la bienveillance, de l'écoute, de l'essai de l'arrêter, de la tolérance, avec du dialogue, avec tout. Et on est rentré fin avril dans une France magnifique, avec toutes ces valeurs-là. Ça a été génial. Je me rappelle pas, il s'est passé quoi? Ouais, c'est vrai. Tu devrais faire comme Thomas Ruyant, essayer d'écouter un petit peu l'actualité. Allez, on va passer aux questions. Si vous avez des questions dans la salle, je crois qu'on va faire un peu plus long ce soir, je sais pas pourquoi. Bon, vous avez vu qu'il y a plus que 10 000 d'écart. Hein. Ah oui, Sur le dernier le classement, refresh, on l'a pas de fait, 19h, hein. on Ouais. a zappé, on était plongé dans... Heureusement, il y en a un qui suit. 10 000 10 000. 10 000. Ok. 10 000. Et puis, quand même, un 24 heures de Nicolas, 593 000. Ouais. Ça Et- doit être le deuxième meilleur temps Évidemment, du Tour Franck, du monde, mais pour regarder les datas, tu vas sur le site de Tip Shaft. évidemment. Tu sais qu'on a un dashboard. Ok. Voilà. Sauf que le plus rapide, sur les 30 dernières minutes, c'est Boris Herman. 24,9. 24,9. Ok. Voilà. On a les mêmes infos. Sur 4 heures, c'est Nico Lundven, et sur 24 heures, c'est Nico Lundven. Monsieur. Une petite question pour Franck et son prochain Vendée Globe. Est-ce qu'il peut nous en Ah, parler? prochain Vendée voilà, Globe. le sujet. S'il y en a un, ouais. Bah, j'attends que Marie parte et puis. Ah bah comme quoi, j'ai encore du temps pour y aller, hein. Exactement. Non, avant tout, il faut. Parce que j'y vais que si j'arrive à construire un bateau neuf, donc ça demande un peu de moyens et du temps. Donc pour l'instant, le temps, il y a encore, les moyens, pas encore. Donc, J'ai vu que tu avais ressorti un pull Groupama. Il y a Ouais, il y a un aucun- message. aucun Non, message. Ok. Je trouvais C'est ça jamais. dans mes. Donc avis aux amateurs. Hein. avis aux Il est à amateurs. fond. Non, mais c'est là, il faut que tu nous dises ce que tu as envie de faire comme bateau, avec quels architectes et tout. Enfin, je connais tu la veux réponse, mais vas-y. Mais... Ah non, tu connais pas la réponse parce que j'ai Si, pas la j'ai- réponse non plus. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Je lis tes interviews, je prépare les émissions quand même. Non, j'ai pas décidé. Évidemment, il y a deux architectes possibles, mais je Ah, dirais pas les noms. il y en a 2. Dans mon esprit, ouais. Ah oui. Mais je sais même Ça, pas c'est- s'ils le savent. Ça en s'est fait. réduit, oui, ils le savent pas. Ça s'est réduit quand même. Au début, Ouais, c'était ça plein s'est d'architectes, mais maintenant, ça se réduit. Oui, ça se réduit. Non, il faut être sage. Et non, quoi dire d'autre voilà, ça serait top. Ça serait top parce que je pense que c'est une course et à la suivre. C'est la première fois que je la suis aussi près d'ailleurs. Je trouve qu'il y a de la régate. Il y a 15 ans, j'avais l'impression qu'on pouvait s'ennuyer à partir du cap de Bonne-Espérance.
Et là, jusqu'au bout, ça se bagarre. Les bateaux sont complexes. Marie, elle est effondrée. Ouais, non. On s'ennuyait au point de vue régate. Et voilà, et j'aime bien pouvoir me dire que être entouré d'aussi bons bateaux, d'aussi bons skippers, ça doit être super intense de faire un tour du monde. C'est peut-être long, hein, moi j'ai jamais passé autant de temps en mer, mais c'est aussi une aventure que j'ai envie de faire avant que je prenne ma retraite. Voilà. C'est le jubilé de Franck Cavas, le Vendée Globe. C'est pas mal quand même. Tout de suite les grands mots, quoi. La retraite, quoi. Fais gaffe, hein, moi j'en connais un, il gagne sa dernière Jacques Vabre à 67 ans. C'est bon, t'as le temps. Ouais, ça va, ça me rassure, merci. Ouais, surtout, t'as Jean Le Cam qui est ton exemple. Et c'est exactement mon exemple, mais j'espère partir avec un bateau à foil. Mais bravo Jean, il fait encore une super course. Et il a des moyennes des fois assez impressionnantes, donc c'est beau. Une autre question? Bonsoir, moi je suis un autre coureur qui est plus en queue, c'est Giancarlo Pedote, qui est avec un foiler de 2016 et je trouve qu'il est assez loin des autres foilers de cette génération-là. Est-ce que dans votre analyse c'est une erreur de stratégie qu'il a fait à un moment ou est-ce que potentiellement il y a un problème? Il est où? Là, on Ah voilà. Il est loin, fait quelqu'un dans la salle. C'est quoi, c'est Hublot en dessous? Bah, j'ai l'impression que ça s'est fait petit à petit, comme depuis le début de la course, on rate des trains, on rate des wagons, et puis les gars s'éloignent devant. Donc avant tout, les bateaux, ils vont pas à la même vitesse au final, hein. Alors ça vient des bateaux, ça vient de la façon dont on les baigne, on en a parlé tout à l'heure. De la maîtrise de son bateau, de l'évolution des bateaux. Après, il faut pas trop regarder uniquement les générations parce que tous les bateaux ont évolué. Il a des grands foils d'ailleurs. Hein. Je crois, hein. Oui, je crois, ouais. Il a le brillon raboté et Exactement. Franchement, mais c'est difficile de juger de l'extérieur. Bien sûr, mais il fait, on avait discuté un peu avant, il fait aussi partie de gens qui ont décroché, qui ont décroché assez vite dans les toutes premières options, pas assez à l'ouest sur le passage de la première dorsale avant le poteau noir, décrocher un petit peu, etc. etc. Il y a quand même plusieurs bateaux qui payent leur début de course un peu diesel, je dirais. Ouais, comme quoi on peut pas se permettre maintenant, si on veut jouer dans les 15 premiers, de se dire j'ai le temps et je laisse partir quelques bateaux. Et ça c'est plus possible parce qu'à un moment ou à un autre, l'élastique, elle se tend, elle se casse. Et pour Pédoté, ça s'est cassé plusieurs fois, quoi, on va dire. Mais oui, c'est sûr qu'on pourrait estimer qu'il a un bateau qui pourrait être dans le peloton qui est devant lui, mais il faut aussi noter Alain Roura aussi, qui a quand même un bateau de la précédente génération, hein, qui se retrouve aussi au milieu des bateaux à dérive. Donc voilà, c'est pas facile, hein, de faire une course et c'est encore moins facile de juger de l'extérieur. Mais on a surtout l'impression que, en tout cas pour être dans le paquet tête, il faut vraiment pas faire beaucoup d'erreurs depuis le début. C'est-à-dire que la moindre faute de quart a été assez vite sanctionnée. Ouais, il y a que Johan, à un moment il s'est laissé décrocher, mais il a réussi à revenir. Ça c'est évident. Après, je pense que le groupe avec Charal, avec Holcim, c'est encore des bateaux qui peuvent encore espérer à la victoire, hein. Il va se passer quand même beaucoup de choses après le Cap Horn. Ouais, comme dit, il va y avoir du pré. Il reste la moitié de la course à faire. Hein. Exactement. Et puis on n'a toujours pas vu des bateaux au pré depuis le départ, hein. Les bons bateaux de portant sont pas forcément les bons bateaux de pré, donc il va se passer quand même beaucoup de choses et des pièges météo, il va y en avoir plein après le Cap Horn avant d'atteindre les Alizés. Autre question? Tout en haut. Juste dans l'intervalle, une petite question toute bête, Vincent. Ça te fait, on sent bien que ça te fait quand même moins envie qu'avant le Vendée Globe quand tu parles des conditions de vie à bord des foilers et tout. Mais est-ce que ça te titille pas un peu de les voir naviguer comme ça ou Non, mais les bateaux sont sympas. Maintenant, moi, j'ai arrêté de faire cette course de manière complètement assumée. Donc, voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que je les regarde. Et puis, j'ai toujours beaucoup de passion pour ces bateaux-là et pour cette flotte-là, hein. Je continue à graviter un peu autour de la flotte parce que je les vois régulièrement au Pôle France à Port-Laf où de temps en temps je viens travailler et je les suis régulièrement. Donc non, je trouve ça, l'évolution des bateaux et tout ça, ça me passionne toujours autant. Je trouve ça génial. Maintenant, le Vendée Globe, voilà, c'est une course. J'ai eu l'opportunité d'y aller à plusieurs reprises et voilà, je pense que
voilà, mon T'as fait le histoire tour. avec le Vendée Globe, j'ai fait le tour. Donc, place. J'avais failli dire Place place aux aux jeunes. jeunes, mais Merci. non, place aux jeunes ou ceux qui ont envie d'y aller. Je crois que tu vois, c'est que tout le monde me branche avec Jean qui y retourne et qui y retourne pour la 6e fois. On a fait notre premier Vendée Globe ensemble avec Jean, donc je vois bien d'où il vient et moi ma réponse c'est que tant qu'il a toujours envie, tant qu'il s'épanouit, tant qu'il s'éclate, faut surtout pas qu'il se prive. Voilà. Après maintenant, on a tous notre chemin, on a tous nos envies et moi mes envies sont parties vers autre chose aujourd'hui. Mais j'ai toujours autant de passion pour cette course et pour ces bateaux qui sont incroyables. Alors, on va prendre la question, puisque Violette, entre-temps, est montée tout en haut. C'est une question pour Vincent et Marie. C'est quoi qu'ils veulent faire après leur projet pour la mer? Alors, après nos projets pour la mer, bah écoute, nous on fait encore du bateau tous les deux. Alors moi je fais du plus petit bateau, du classe 40. Marie elle a toujours ses projets avec Penduic. Et puis après on est tous, je pense, des grands amoureux de la mer. Donc quand on peut essayer d'aider à entre autres la protection des océans et tout ça, moi je sais que j'œuvre avec 2 ONG sur la protection des océans, la Fondation Good Planet et puis le WWF auquel je donne pas mal de temps tous les ans pour essayer de faire avancer des petites choses, parce qu'à chaque fois c'est des petites choses. Je crois que ce qui nous caractérise tous, c'est notre amour pour le bateau, notre amour pour la course bien sûr, mais aussi notre amour pour la mer et on essaye d'aider du mieux qu'on peut. Et moi, j'essaye déjà de finir le tour du monde parce que c'est un projet qui est quand même assez long et qui met du temps à se clôturer. Et puis après, commencer à préparer un peu la suite. Il y a la machine à idées qui commence à se remettre un peu en route. Et je pense qu'entre autres, il va y avoir la formation de l'Académie Tabarly, je pense, dans pas longtemps à Lorient, avec tout plein de projets dedans. Comme ça, tu pourras même commencer à apprendre à naviguer au large dedans aussi. Et toute une partie sociétale où j'ai envie d'emmener aussi des gens en mer, mais tous les gens qui sont cabossés, mais surtout de nuit en fait. Je trouve en fait qu'en ce moment, on a en France ou dans le monde d'ailleurs, on a vraiment besoin d'aventures humaines et d'apprendre à vivre vraiment ensemble et à redonner la place à des outils à des gens pour aller créer leur propre aventure. Et il y a de moins en moins de plaisanciers parce qu'il y a de moins en moins de façons d'appréhender le large en fait. Et j'aimerais bien apporter ma petite pierre à l'édifice là-dedans pour garder ce lien avec l'océan, parce qu'il y a quand même une grosse fracture amateur-professionnel, mais c'est surtout que de toute manière, pour aller maintenant naviguer en équipage sur des bateaux, c'est compliqué, et pour faire de la plaisance, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a quelque chose à créer là-dedans. Donc je vais mettre un petit peu de temps, mais il y a, je pense, un beau bâtiment à faire. Et Penduic 6, il a quoi comme programme? Je crois que tu avais dit dans une interview à Voilier à l'arrivée du tour, tu voulais faire Sydney Hobart avec lui. Ouais, ça c'est de toute manière tout l'équipage. Hein. T'imagines faire un demi-tour du monde pour faire 3 jours de course. Comme ça, on fait une transat, après on fait une transpac, et puis après on fait Sydney. Bah non, le rêve. Il y a plein de courses que je veux faire avec. C'est aussi ça pour ça que j'adore naviguer à bord de ce bateau-là, c'est que j'ai pas du tout envie de me cantonner à faire transat, tour du monde. En fait, une fois que j'ai fait un truc, je vois pas pourquoi j'irais le refaire. Alors que j'ai envie d'aller faire le tour de Gotland en Suède, j'ai envie d'aller faire des New York, San Francisco, j'ai envie d'aller faire. Il y a plein de choses en fait. L'océan, on peut gribouiller dessus dans tous les sens quoi. Mais ça, pour l'instant, j'ai des raisons perso qui font que je peux pas repartir au long cours avant un moment. Par contre, Penduic 6, pour emmener justement des personnes aller rencontrer l'océan et surtout la nuit et du coup la vie ensemble. Parce que une fois que le bateau il bascule il faut l'appréhender 2 jours, mais une fois que tu bascules de nuit, en fait il y a très très peu de gens qui ont eu la chance de voir un coucher de soleil, de voir le lever des étoiles, de voir le lever de lune, et surtout de voir cette entente entre tout plein d'humains qui vivent dans 9 mètres carrés et qui apprennent à vivre ensemble et à se regarder, à se respecter, et puis à découvrir une facette de l'être humain différente, quoi. Et ça, Penduic 6 est très très bon pour ça. Et pour l'instant, je peux pas repartir au long cours. À la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et donc, pour l'instant, il va faire ça. Mais plus d'autres trucs proches. Puis si je trouve un peu de budget pour aller faire une Fastnet en plus l'année prochaine, et puis une autre course, voilà, parce que j'ai quand même mes volontaires qui poussent derrière. Puis il y en a plein d'autres qui veulent
Mais voilà, j'ai quand même pas mal de trucs au feu là pour. Puis récemment, on est parti 2 ans en mer, on a fait quand même 46 ou 48 000 milles en 2 ans et pas 24 nœuds de moyenne, quoi, tu vois. Donc, Virgule, nous. Ouais, on est resté quand même très très longtemps en mer, donc là, je peux me permettre de rester un petit peu à terre, là. Eh ben, on va suivre le programme de. Oh, tu l'appelles pas Penvic 6, hein, tu l'appelles le 6. Bon, ça je dépend, trouve ça oui, génial, ça quoi. peut être le 6 ou Penvic 6, mais ça. Ouais. Vincent, toi, ton programme, c'est le circuit classe 40 l'année prochaine? Ouais, exactement. Circuit classe 40, tranquille. Tranquille. C'est pas tranquille du tout. C'est plus tranquille. Non, c'est sympa. C'est plus. Enfin, c'est quand je dis tranquille, c'est t'es moins grosse équipe, c'est un peu moins compliqué. Maintenant, c'est des courses passionnantes avec plein de concurrents sérieux, et un très bon niveau sportif, donc je m'éclate. Et Franck, toi, à part chercher de l'argent pour faire le Vendée Globe, tu vas naviguer un peu? J'espère. Ok. T'es disponible? Il attend qu'on lui propose, c'est ça Non, mais ouais, tu vas me voir, j'espère. Bah, j'espère bien. Samedi soir à Bar-le-Duc, hein, Voilà. souviens-toi. Déjà. T'as pris tes Commencer billets par ça. T'as pris tes billets. C'est Gare de l'Est, départ 16h55. Ouais. Eh ben super, merci beaucoup à tous les trois, on va vous applaudir, un grand merci. Je serais bien resté, moi. Il est 19h44, on a fait un peu plus long, mais on pourrait encore passer... Il n'y a pas des restes, c'était le Père Noël de la Célor, juste à côté, là. On aurait pu se faire livrer quelques restes, et on aurait pu rester un peu longtemps. Enfin, en tout cas, merci à tous d'être venus. Un grand merci à tous les trois. Un merci en particulier à nos partenaires Arken et le défi Azimut. Merci aussi à toutes les équipes de la Cité de la Voile, et en particulier à Xavier, ce soir, qui est derrière la console. Merci à Violette, qui était à la côté Tip & Shaft ce soir. Et puis, on se retrouve lundi à 18h30 pour le prochain enregistrement, et dès le mardi pour la diffusion de ce podcast. Désolé, le 30 décembre, ça sera à distance, parce qu'on prend aussi un petit peu de vacances, et donc on se retrouvera ensuite... À Bar-le-Duc. À Bar-le-Duc. Comment tu sais? Ah, il sera là avec toi? J'espère qu'il y a personne... J'ai absolument rien contre Bar-le-Duc, hein. C'était juste un exemple qui m'était venu comme ça. J'espère qu'il y a personne qui est du département de Bar-le-Duc. Sur ces bonnes paroles-là. Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup. Franck, à samedi dans le train Corail. Merci, bonne soirée. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pause Report Live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de lundi prochain, l'accès est gratuit, mais pensez à réserver votre place sur deepandshaft.com.